Je pense être un petit peu déçu quand même. On est toujours un petit peu déçu, mais bon, comme j'étais un petit peu co-organisateur de cet événement, mon souhait premier était vraiment que ce soit un bel instant, quoi, que les athlètes qui étaient venus sur cet événement soient réjouis et aient envie de revenir sur une prochaine édition. C'était avant tout mon premier souhait. Après, bon, ma deuxième place, bien sûr, bon, elle est ce qu'elle est, quoi. Je savais avant que j'avais pas les conditions physiques pour prétendre faire une performance. Ceci dit, bon, je me réjouis quand même, bon, bien sûr, de cette deuxième place, mais avant tout que mes collègues, amis sportifs ont trouvé ce marathon très bien, ils sont prêts à revenir, donc j'en suis réjoui. Alors justement, quand on parle marathon, on pense évidemment aux coureurs valides. Là, au niveau des participants handisport, il y en a eu combien cette année? On était une quinzaine, donc on était à peu près une dizaine de fauteuils. Il y a une équipe relais de déficients visuels. Et nous avons, il y avait 2 binômes, donc avec 2 non-voyants qui étaient sur le marathon avec des guides respectifs, quoi. Donc c'est en évolution, ça augmente chaque année ou pas? C'est en régulière évolution, donc le souci bien sûr c'est qu'en handisport, la diversité des activités, des sports, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a plus de 60 activités qui sont proposées donc, par rapport au public, donc c'est vrai qu'il y a du coup on a beaucoup moins de monde et puis la contrainte surtout matérielle pour la pratique de ce sport font que c'est un frein à la pratique, donc on travaille dans ce sens pour amener un maximum de monde et de pratiquants et après donc développer davantage principalement Midi-Pyrénées, d'où l'importance pour nous de participer à ce marathon qui est pour nous vraiment une vitrine, quoi, à Midi-Pyrénées. Alors justement au niveau du handisport, on sait qu'il y a des disciplines qui sont pas mal avancées, on pense notamment au handi-basket par exemple. Alors où ça en est au niveau du marathon en fauteuil notamment? Est-ce que le sport, est-ce qu'on a vraiment beaucoup d'épreuves qui sont organisées? Est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer? Non, je parlerai plus particulièrement de l'athlétisme. L'athlétisme, bon, bien sûr, il y a tout ce qui est sur piste et hors stade. Hein. Le marathon est une épreuve assez spécifique, bon, parce que c'est un sport d'endurance, bon, qui est assez éprouvante. Bon, après, ceci dit, la diversité des disciplines font que bon, c'est en constante évolution. Il faut savoir que l'athlétisme, quand même, c'est la discipline reine au niveau des Jeux, même en paralympique, hein, c'est celle qui ramène le plus de médailles. Hein. Donc à ce niveau, la France est toujours relativement bien placée et classée. Donc on travaille dans ce sens. Bon, après, la grosse difficulté que nous avons, c'est que le niveau international est très élevé. Et c'est d'amener, bien sûr, des sportifs français au meilleur niveau international pour faire de belles performances, quoi, et montrer au grand public pour qui beaucoup ne connaissent pas, donc comme aujourd'hui, quoi, de montrer quand même c'est un sport, c'est un beau sport visuellement et tout, et donc je crois qu'il mérite d'être connu et reconnu, bien sûr. Alors une chose qu'il faut savoir, et les gens peut-être ne s'en doutent pas, c'est que vous allez plus vite que les coureurs valides. Là aujourd'hui votre temps et celui du premier, ça tourne autour de combien par rapport aux autres? Bon là, même si je ne veux pas dénigrer la performance des premiers, quoi, mais il faut savoir quand même qu'au jour d'aujourd'hui, bien sûr, on va plus vite. Hein, on a des roues, hein, on s'en sert bien, donc on va beaucoup plus vite. Hein. Au niveau régional, en général, on peut faire du 20 km/h, ça s'entraîne régulièrement. Niveau national, on fait du 25 km/h. Et niveau international, on fait du 30 km/h. Bon, ça veut dire qu'un marathon, il sera bouclé à moins d'1 heure et demie, quoi. Donc ça donne une idée quand même des vitesses, des performances. Donc voilà. Et alors justement, vous parlez de l'entraînement, vous dites si on s'entraîne beaucoup. Aujourd'hui, l'entraînement, par exemple pour vous, ça représente combien de temps par semaine? Donc moi l'entraînement, je suis passé depuis quelques années, je suis entraîneur, donc je suis à la commission fédérale d'athlétisme. Donc je m'occupe des élites, donc c'est beaucoup de temps pris qui bien sûr qui m'empêche, qui sont pris sur les entraînements, donc personnels. Donc après, j'entretiens, je me fais plaisir avant tout. Bon, bien sûr, je me fais des objectifs, mais c'est avant tout le plaisir de participer plus que la performance, quoi. Je ne suis pas un athlète de haut niveau comme à une certaine époque, où je m'entraînais, où certains aujourd'hui s'entraînent bien sûr quotidiennement, exactement pareil qu'un valide. Et avant les grosses échéances, bien sûr, ça peut être des entraînements mi-quotidiens. Donc il n'y a aucune différence entre une personne handicapée et une personne valide en athlétisme sur l'entraînement et la préparation par rapport à l'objectif. Au niveau de votre saison, là pour l'instant, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a des résultats particuliers?
Nous, la saison va reprendre avec la préparation hivernale pour les prochains Jeux champions du monde qui auront lieu en Nouvelle-Zélande en janvier 2011. Donc c'est le prochain gros objectif. Après avoir parlé un petit peu de Marathon de Toulouse en première partie, on va maintenant s'intéresser au rugby. Et donc vous avez pris l'habitude déjà depuis la semaine dernière. Pour la page rugby, nous avons Paul Lepère qui est avec nous de journaldurugby.fr. Alors Paul, on va commencer tout de suite par la fédérale 1 plus exactement, et ça n'a pas été top au niveau des clubs régionaux. Non, en effet, on a eu plutôt quelques mauvais résultats. Donc Tournefeuille qui jouait à l'extérieur à Nice a perdu 26-9 dans un match serré jusqu'à la mi-temps, et Tournefeuille n'a pas réussi à acquérir le point de bonus défensif malgré un match assez vaillant. Ensuite, Castanet a perdu à domicile, donc c'est une grosse contre-performance contre une équipe qui veut aussi jouer les premières places. Donc c'était un match assez important pour eux, et ils ont perdu à domicile sur un score assez lourd pour eux. Ils ont eu vraiment beaucoup de mal à mettre leur jeu en place et sont passés complètement à côté de leur match, on peut dire. Et ensuite, donc le dernier résultat très défavorable pour un club de la région, donc c'est la Vallée du Géroux qui a pris un score de 51-10 à Langon, qui fait assez cher et qui les fait descendre au classement. Alors on va passer ensuite à la Fédérale 3. L'apprentissage continue d'être compliqué pour la Savetat. Enfin, l'entente la Savetat-Plaisance, parce qu'il faut bien le préciser, sinon les amis plaisançois vont rouspéter. Ouais, là un apprentissage compliqué, puisque dans le jeu, on va dire, il n'y a pas grand chose à dire. La Savetat mérite de gagner, et malheureusement avec quelques petites erreurs et une grosse défaillance quand même du buteur qui loupe 19 points au pied, finalement la Savetat s'incline de 3 petits points et dans les dernières minutes, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'était contre Saint-Gaudens. La Savetat s'incline 20-23 alors qu'il a produit beaucoup de jeux. La Savetat a eu 2 grosses occasions d'essai non concrétisées, et surtout, en effet, comme vous avez dit, 19 points manqués au pied par le buteur. Donc ça a été un match presque un hold-up de Saint-Gaudens, parce que les Salvetins étaient vraiment déterminés à gagner ce match, et c'est une grosse déception pour eux, puisqu'ils restent toujours à la dernière place du classement. Empoche quand même le bonus défensif qui laisse pas mal d'espoir quand même, parce qu'ils sont pas trop décrochés au classement par rapport aux équipes qui sont juste au-dessus d'eux. Donc je pense que leur avenir va se jouer vraiment contre les équipes qui sont juste au-dessus d'eux au classement, qui sont Riom, Julien et les Coteaux de l'Arrêt. C'est vrai que on a eu quelques réactions un des 2 entraîneurs, Laurent Dridi, et puis également aussi le capitaine Christian Lacassagne qui réagissait à la fin de ce match. Et c'est vrai qu'il disait qu'ils étaient vraiment frustrés, parce que autant ils ont peut-être les premiers matchs de championnat où ils sont passés à travers, autant là finalement c'est passé vraiment pas très loin. C'est sûr que dans ces matchs-là, quand on est dernier, après il y a un manque de confiance, et donc ça se ressent au niveau de l'efficacité, que ce soit des buteurs ou des marqueurs, quoi. Donc là c'est 2 fois à 2 mètres de la ligne, oui. Donc c'est ce qui a été vraiment préjudiciable sur ce match, un manque d'efficacité criant, qui est la preuve d'un manque de confiance qui se retrouve au classement. On continue pour la Fédérale 3. Oui, donc Grenade, dans la même poule, a perdu son premier match, et donc laisse sa première place du classement. Ils ont perdu 9-5 à Vic-Bigorre, donc pas beaucoup, ils ont quand même pris le bonus défensif, mais donc avec cette défaite, ils laissent la première place du classement. Ensuite, dans la poule 3, Muret a gagné contre Bédarieux sur un score assez lourd, 46-6. Ça leur permet d'être deuxième au classement et de vraiment prétendre aux phases finales pour la fin de la saison. Tandis qu'en poule 4, le TUC s'est imposé 13-12 et reste pareil dans les premières places. Et Balma a eu une victoire probante contre le RC Montauban, et le RC Montauban qui était quand même deuxième au classement, ce qui leur permet également de rester dans les premiers de la poule. Alors on va passer maintenant à la Pro D2. Et la Pro D2, Colomiers va accueillir son nouveau coach là en début de semaine, même dès aujourd'hui. Justement, lui, le nouveau coach jouait son dernier match sur le banc de Lavore, puisqu'auparavant il entraînait l'équipe de Lavore. Colomiers, comme
pour dernier match en autogestion, mais ils se sont inclinés. Oui, tout à fait. Alors d'abord Nicolas Allinger, donc nouvel entraîneur de Colomiers, a en effet joué son dernier match avec Lavore, avec d'ailleurs une victoire à l'extérieur pour dernier match, sûrement un petit dernier coup avec Lavore, et donc va entraîner Colomiers. Colomiers qui a bien commencé son match à Oyonnax, donc Oyonnax quand même un prétendant à la montée, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils ont joué la finale d'accession la saison dernière. Donc Colomiers qui à la mi-temps menait au score, donc 15-6, et par contre une deuxième mi-temps où Oyonnax a montré son niveau vraiment, est revenu dans le match et a gagné 31-15, donc Colomiers est passé complètement à côté de sa deuxième mi-temps. Et alors il y avait aussi un match qui a vraiment passionné la région et qui était important pour deux équipes, c'était la confrontation entre Montauban et Albi. Et les Albigeois continuent d'avoir la tête au fond du seau, puisqu'ils ont perdu une nouvelle fois. Ça va commencer à vraiment devenir compliqué pour le maintien cette année. Oui, tout à fait. Donc Albi s'est incliné 20-6 à Montauban dans un match assez engagé où il y a eu assez peu de jeux, finalement beaucoup de combats. Et Montauban a marqué un essai validé par l'arbitre vidéo, tandis qu'Albi s'est vu refuser un essai également par la vidéo. Donc les Albigeois sont un peu déçus parce qu'ils auraient dû sûrement prendre le bonus défensif, et c'est juste cet essai qui leur a manqué pour ça. Mais après, Éric Béchu a trouvé qu'il y avait un manque d'engagement des joueurs pour pouvoir vraiment gagner ce match à l'extérieur, qui était quand même très très important. Donc le week-end prochain, je pense que c'est le dernier match de la survie, parce qu'ils reçoivent Montpellier, et là s'ils ne gagnent pas ce match-là, je crois qu'on pourra dire que donc Albi ne pourra plus prétendre à rester en top 14 sportivement. Et enfin, avant de terminer, en parlant un petit peu du capitanat du Sautoir qu'on a appris dans la semaine passée, on va redire un petit mot sur le Stade Toulousain qui a déroulé face à Biarritz. On va dire, on a l'impression que depuis ce match de Coupe d'Europe, le Stade est en train de montrer peut-être ses vraies valeurs, avec un Picamol une fois de plus excellent, Yann David aussi très très bon. Le Stade a vraiment fait le métier contre Biarritz. Oui, en effet, le Stade Toulousain a gagné 23-3 contre Biarritz dans un match finalement sans beaucoup de suspense, parce que le Stade Toulousain a maîtrisé son sujet. Et en effet, vous parlez de Louis Picamol, excusez-moi. Et ça a été un joueur important dans ce match, comme Yann David, qui sont des joueurs qui amènent beaucoup de présence physique et qui avancent toujours. Et c'est vrai qu'au Stade Toulousain, il leur manquait peut-être un peu de fraîcheur la saison passée, avec des joueurs qui agressent les défenses comme ça, comme font Yann David ou Louis Picamol, qui cette année vraiment amènent beaucoup de puissance à cette équipe, ce qui leur manquait, je pense. Oui. Oui, c'est vrai qu'on a retrouvé un petit peu ce jeu léché à la toulousaine, où on essaye de passer vraiment le ballon après contact, de faire tout en vivre le ballon, et c'est vrai que je pense que les spectateurs qui étaient présents à Ernest Vallon ont pu apprécier le spectacle. Donc on l'a dit il y a quelques secondes, on va conclure cette partie rugby avec le capitanat du Sautoir. Très logique, on va dire. C'est pas une annonce qui surprend tout le monde. Oui, en effet, Thierry du Sautoir, depuis son premier match en équipe de France, est quand même un joueur qui a toujours un niveau élevé, un niveau vraiment international, et il montre l'exemple sur le terrain tous les week-ends. Donc c'était dur pour Marc Lièvremont de se passer de Lionel Nallet, qui lui aussi a montré l'exemple, mais qui est quand même vieillissant, et c'était plus simple de prendre Thierry du Sautoir, qui maintenant devient un leader naturel par sa présence sur le terrain, sa présence défensive et sa présence offensive, parce qu'il est assez physique comme joueur. Et donc le choix est somme toute logique, puisqu'il a fait une excellente tournée en tant que capitaine en novembre dernier, cet été plutôt, en Australie et Nouvelle-Zélande. Ouais, donc on garde le capitanat, on va dire, dans la région. On avait un Castré qui l'avait. Bon, maintenant il joue plus du côté de Castres, Lionel Nallet. Mais c'est vrai que c'est un bon clin d'œil du destin. On a le capitanat qui reste dans la région,
et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci encore une fois de plus Paul Lepère d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour parler, faire un petit tour des résultats régionaux en termes de rugby, ou du moins de nos équipes régionales. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, on vous souhaite bonne continuation pour votre site internet, et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur journaldurugby.fr avec pas mal de choses à découvrir. Merci encore, à lundi.